Ça s'est passé le 30 novembre lors de la 11e journée de l'Euroleague. Le Real Madrid menait de 3 points contre Fenerbahçe à 7 secondes de la fin du match, puis il s'est passé ça. Less than 10 seconds remaining and Gabriel Deck immediately committing a foul to take away the possibility of a drilled three-pointer. Will look for a steal of the inbound pass. If not, they will look to foul immediately without committing an unsportsmanlike. There's no steal. They can't get the foul away. They've got the steal on the second attempt. Yamadar to the goal, and he gets it to go to be the end of overtime buzzer. What a remarkable turnaround here in Istanbul. Incroyable. Le Real Madrid, qui avait fait une faute intentionnelle pour éviter de se faire égaliser sur un tir à 3 points, a fini par perdre son premier match de la saison en Euroleague après cette perte de balle sur la remise en jeu consécutive aux 2 lancers francs marqués par le Fener. Cette fin de match m'a complètement tourmenté et m'a fait me poser cette question. Quand ton équipe mène de 3 points, mieux vaut-il faire faute ou défendre le tir à 3 points ? Dans cette vidéo, je vais donc répondre à cette question philosophique qui divise autant les analystes que les entraîneurs. C'est parti. Alors, faire faute ou défendre le tir à 3 points ? Cette question ne date pas d'hier et revient inlassablement sur la table, surtout après des matchs de folie comme celui entre le Real Madrid et Fenerbahçe. Il faut savoir que quelques semaines auparavant, il y avait eu un match très serré entre Golden State et OKC en NBA et Golden State menait de 3 points à 1,6 secondes de la fin et avait décidé de ne pas faire faute, sauf que Chet Holmgren a réussi à égaliser et à emmener les deux équipes en prolongation et finalement le Thunder s'est imposé, de quoi donner des regrets à Steve Kerr et aux Warriors. Bon, il faut savoir qu'historiquement ou traditionnellement, en NBA, les équipes ne font pas faute quand elles se retrouvent dans ces situations-là. L'exemple le plus célèbre est peut-être les San Antonio Spurs en 2013 lors du match 6 des finales NBA contre Miami, qui menait justement de 3 points à 10 secondes de la fin et qui avait décidé de ne pas faire faute. Et vous connaissez la suite, Ray Allen a marqué un tir qui est depuis entré dans la légende de la NBA et le Heat s'est finalement imposé dans ce match 6, puis dans le match 7. En Europe ou plus généralement dans le basket FIBA, c'est l'inverse. Les équipes ont tendance à faire faute quand elles se retrouvent dans cette situation. Donc en fait, le choix de Chus Mateo, l'entraîneur du Real Madrid, est tout à fait logique. Mais alors, qui a tort et qui a raison ? Sachez que de nombreuses études ont été menées sur la question depuis 20 ans et une tendance peut se dégager. Voici justement un résumé des différentes études et leurs conclusions. En 2006, un statisticien américain, Adrian Lawhorn, avait étudié 2 saisons complètes de NBA et avait constaté que l'équipe qui décidait de défendre la possession sans faire de faute concédait l'égalisation 20% du temps contre seulement 9% quand elle décidait de faire faute. Sa recommandation était donc de faire faute. En septembre 2009, ESPN publiait à son tour un article sur le sujet en citant John Hollinger, un statisticien et ancien vice-président des opérations basket chez les Memphis Grizzlies, qui lui indiquait qu'il valait mieux faire faute à condition qu'il y ait moins de 10 secondes à jouer et que l'équipe adverse n'ait plus de temps mort. L'article d'ESPN donnait aussi la parole à un autre statisticien réputé et ancien consultant pour les Dallas Mavericks, Wayne Winston, qui lui indiquait qu'il n'y avait pas de différence significative à choisir une stratégie plutôt que l'autre, puisque sur les 287 matchs qu'il avait analysés, les équipes qui avaient choisi de ne pas faire faute ont gagné 91,9% du temps contre 88,9% pour les équipes qui avaient décidé de faire faute. Une thèse soutenue 1 an plus tard par John Ezekovitz, un autre analyste et ancien consultant pour les Phoenix Suns, qui a indiqué à son tour, après avoir analysé 1546 actions de fin de match, que les équipes qui ne faisaient pas de faute gagnaient 91,5% du temps contre 88,5% pour celles qui faisaient faute. Selon lui, il n'y avait donc pas de différence significative concernant la stratégie employée. Puis en février 2013, un autre statisticien du nom de Ken Pomeroy a publié sa propre étude en analysant 814 matchs de NCAA. Il en est venu à la même conclusion qu'il n'y avait pas de différence significative de victoire entre faire faute et défendre le tir à 3 points. Cependant, il ajouta une note intéressante avec une réflexion concernant le niveau des adversaires et le niveau de sa propre équipe au rebond défensif. Il indique que dans les cas où les adversaires possèdent beaucoup de bons shooters à 3 points
et que vous pensez que votre équipe est assez forte au rebond défensif en cas de lancer franc manqué, alors faire faute semble être la meilleure option. Mais on ne va pas s'arrêter ici. En février 2020, Bill Fenlon, entraîneur à l'université de DePauw dans l'Indiana, a aussi étudié la question et il révélait qu'en essayant de défendre le tir à 3 points, il y avait une chance sur 5 de se faire égaliser et de devoir jouer une prolongation, tandis que faire faute réduisait cette probabilité à une chance sur 20. Alors, étrangement, ce scénario improbable s'est produit 2 fois la saison dernière à intervalles très réduits. Le premier cas, c'était le 27 décembre lors du match entre les New York Knicks et les Dallas Mavericks. Les Knicks menaient de 3 points à 4 secondes de la fin et avaient décidé de faire faute sur Luka Doncic. Sauf qu'après avoir réussi son premier lancer franc, Luka Doncic a réussi à rater intentionnellement son deuxième lancer franc tout en prenant le rebond offensif et en marquant derrière. Résultat, les Mavericks ont gagné ce match. Et une semaine plus tard, le 3 janvier 2023, les Cavs et Cleveland Cavaliers ont battu les Bulls sur un scénario quasiment similaire. Les Cavs étaient menés de 3 points à 4 secondes de la fin et les Bulls ont fait faute sur Donovan Mitchell. Et Mitchell a réussi le même exploit que Doncic, à savoir marquer le premier lancer franc, puis intentionnellement rater le deuxième en prenant le rebond et en marquant derrière. Et les Cavs se sont également imposés ce soir-là. Malgré ces cas marquants mais très rares, Bill Fenlon préconise de faire faute en s'appuyant sur le fait qu'une équipe qui parvient à rentrer un tir à 3 points inespéré en fin de match était galvanisée au moment d'aborder la prolongation et qu'elle avait donc un léger avantage. Selon lui, le fait de ne pas faire faute est surtout motivé par une peur inconsidérée de perdre la rencontre sans aller en prolongation, ce qui arrive, selon ses chiffres, seulement une fois sur 750. Enfin, Pomeroy a ajouté une réflexion pertinente concernant le contexte et le statut des équipes en indiquant que les favoris ne devraient pas faire faute dans ces situations car leur niveau devrait leur permettre de prendre l'ascendant en cas de prolongation. Pour les outsiders, ce serait la tendance inverse puisque faire faute réduit d'un tiers les chances que la rencontre aille en prolongation. Alors certes, les chances de perdre à la fin du temps réglementaire sont légèrement plus élevées, mais cette stratégie peut valoir le coup. Mais le mot de la fin revient sans doute à Ken Pomeroy qui, en 2020, a complété sa première étude de 2013 en nous donnant une astuce de roublard. L'analyste américain a trouvé une faille dans les règles du jeu qui allait dans le sens des équipes qui voulaient faire faute. Si l'intention de l'équipe qui tire les lancers francs est de rater le deuxième pour pouvoir prendre le rebond et marquer derrière, alors l'équipe qui défend peut aussi avoir une astuce, c'est-à-dire qu'elle peut mordre la ligne pour faire retirer le lancer franc. Parce qu'il faut savoir que dans ces situations-là, si le lancer franc est manqué, il sera à chaque fois retiré, par contre il sera validé s'il est marqué. Ce qui veut dire que l'adversaire finira forcément par marquer son deuxième lancer franc. Il s'agit donc d'un hack contre cette stratégie du 1+2, voire du 1+3. D'ailleurs avec cette stratégie, ni Luka Doncic ni Donovan Mitchell auraient pu faire revenir leurs équipes dans les matchs que je vous ai cités tout à l'heure. C'est bien beau tout ça, on a plein d'infos à notre disposition, mais maintenant il faut répondre à la question. En tout cas, moi j'ai trouvé la réponse à ma question. Faut-il faire faute ou défendre le tir à 3 points ? Eh bien ma réponse est formelle, ça dépend. Et oui, les études qui ont été menées sur le sujet nous montrent qu'il y a très peu de différence entre ces deux stratégies. Donc, la différence peut se faire sur des petits détails qu'il faut prendre en compte. Premièrement, je vais prendre en compte si je joue à domicile ou si je joue à l'extérieur, en partant du postulat de l'a priori que l'équipe à l'extérieur aura plus de pression pour rentrer des lancers francs décisifs. Donc, je partirai sur le fait de faire faute dans ce cas-là. Deuxièmement, je vais prendre en compte si je suis le favori de la rencontre ou pas. Si c'est le cas, je vais avoir tendance à défendre le tir à 3 points parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, j'aurai assez de confiance en mes joueurs pour qu'ils finissent le match, pour qu'ils puissent rebondir si jamais l'équipe adverse parvient à égaliser sur un tir à 3 points miraculeux. Et ça dépend aussi du niveau d'expérience de ces joueurs. Est-ce qu'ils sont habitués à ce genre de situation ? Est-ce qu'ils sont bons sur la pression ? Donc si c'est le cas, j'aurai tendance à défendre le tir à 3 points. Troisièmement, je vais prendre en compte le momentum du match. Est-ce que l'équipe qui est menée de 3 points est sur un bon run ? Ça peut conditionner pas mal de choses et dans ces cas-là, si elle est dans un bon run, je vais avoir tendance à privilégier la faute tout simplement pour remettre le destin du match entre mes mains. Quatrièmement, je vais prendre en compte plusieurs éléments. Est-ce que les adversaires sont bons à 3 points ? Est-ce qu'ils sont bons au lancer franc ? Et est-ce que mon équipe est bonne au rebond défensif ?
Si je parviens à répondre à chacune de ces questions, je vais pouvoir plus facilement faire ce choix. Si les adversaires sont bons à 3 points, je vais éviter de les laisser tirer. S'ils sont bons au lancer franc et qu'ils sont bons à 3 points, là je dois faire un choix. Est-ce qu'il vaut mieux les laisser tirer ou est-ce qu'il vaut mieux faire faute? Peut-être que je ferai faute dans certaines situations si je prends en compte tous les autres éléments. Et enfin, le dernier critère, c'est de savoir combien de temps il reste à jouer. Dans le match entre le Real Madrid et Fenerbahçe, le Real a fait faute alors qu'il restait 7 secondes à jouer. Et c'est justement ce temps supplémentaire qui a permis à Fenerbahçe d'intercepter la balle et de marquer derrière. Donc moi, ce que je préconise, c'est de faire faute quand il ne reste que 4 secondes à jouer, voire beaucoup moins, parce que ça empêche l'adversaire d'avoir plus d'opportunités et de temps pour pouvoir revenir derrière. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est la préparation du match. La préparation, c'est justement répondre à ces questions avant de jouer le match. Savoir scouter, analyser les forces et les faiblesses de l'adversaire, mais également ses propres forces et ses propres faiblesses. Et enfin, bien se préparer, ça veut aussi dire s'entraîner et entraîner ces situations d'urgence à l'entraînement. Il est très important de pouvoir mettre ces joueurs sous pression, mettre ces joueurs dans des conditions de match à l'entraînement pour mieux les préparer à affronter ces situations justement en match. Donc si vous avez bien écouté la vidéo et bien suivi, vous savez que la bonne réponse à cette question, c'est vous qui l'avez. Cette réponse dépend de votre personnalité, de vos croyances, de votre identité. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste une question de choix et c'est justement le travail d'un entraîneur. Faire un ou des choix et les assumer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez partager et continuer à me suivre sur cette chaîne YouTube. A bientôt les ballers.